Aujourd'hui, on se trouve à Domrémy, devant la maison natale de Jeanne d'Arc. C'est dans ce lieu que Jeanne d'Arc est née et a vécu la plus grande partie de sa courte vie. On va aborder l'histoire de cette maison, sa datation, son historique des propriétaires, pourquoi elle a été identifiée comme la maison de Jeanne d'Arc. Vous saurez tout, ou presque tout dans cette vidéo. C'est une maison qui a tant de choses à dire. Je vous invite à la visiter avec moi dans cette vidéo. On va commencer par la datation de la maison de Jeanne d'Arc. On sait que cette maison existait au moins depuis le début du XVe siècle et très probablement à partir de la fin du XIVe siècle. Alors, comment on le sait? Tout simplement grâce à cette poutre qui a été datée au carbone 14. Le carbone 14 permet de mesurer la radioactivité après la mort d'un être vivant. Donc, dans le cas présent, on sait à peu près que cet arbre a été coupé au début du XVe siècle. Comme on peut le voir, eh bien cette poutre a probablement été utilisée comme porte-lampe ou porte-chandelle. Néanmoins, pour la chandelle, qui est l'ancêtre de la bougie, c'est moins probable, en tout cas à l'époque de Jeanne d'Arc, puisque ça coûtait relativement cher à cette époque, et il est très probable que même des laboureurs n'avaient pas forcément les moyens de se payer des chandelles. Sur la cheminée que nous voyons à côté, on est à peu près sûr qu'il existait une cheminée à l'époque de Jeanne d'Arc. Néanmoins, cette cheminée que nous voyons est probablement du XVIIIe dans un style Louis XIII. Mais elle est tout à fait dans un style de la campagne de Lorraine. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur les cheminées, puisqu'il y en a deux, et il faut savoir c'est qu'elles ont été déplacées. Un autre élément également, c'est que Domrémy a été probablement attaqué, pillé, voire brûlé. Néanmoins, on n'a aucune indication sur l'état des lieux après le retour de la famille de Jeanne d'Arc, qui avait dû se réfugier à Neufchâteau. Donc on n'a pas d'idée si cette maison a été reconstruite éventuellement après le début du XVe siècle. Maintenant, on va avoir une date beaucoup plus précise de cette maison, puisque nous avons la date de 1481 qui est inscrite au niveau du tympan de la porte d'entrée. Sur l'accolade du tympan, nous avons plusieurs inscriptions et plusieurs indications qui sont assez intéressantes. En premier, nous avons une botte de blé flanquée de ceps, qui équivaut tout à fait à signaler que cette maison, c'est une maison de laboureur. Ensuite, nous avons un peu plus bas Vive labeur, qui a été souvent d'ailleurs, à tort, identifiée comme une devise de la famille d'Arc. En réalité, cette devise est très probablement de la famille Tissolin, sur laquelle nous allons revenir un peu plus tard. Ensuite, nous avons enfin cette date de 1481. Parfois, elle a été identifiée d'ailleurs en 1461. Mais en 1461, c'est très peu probable, puisque nous parlons de Louis XI, puisque c'est marqué un peu plus bas, Vive le roi Louis. Juste en dessous, nous avons le blason du roi de France, qui a été refait, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, mais il était bien d'origine. Nous avons sur le côté gauche le blason de la famille Tissolin, et puis à droite, nous avons le blason de la famille d'Arc. Blason qui avait été donné lors de l'anoblissement en 1429, après la tentative de prendre Paris, et c'est une demande, d'ailleurs, une demande des frères de Jeanne d'Arc, et non de la Pucelle. Cette maison va être héritée par Jaquemin ou Jacob, qui est le fils aîné en fait de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Pierre, qui est en fait le frère de la Pucelle, qui l'accompagne dans son épopée, ainsi que Jean, meurt en 1501 à l'âge de 93 ans à Orléans. La mère de Jeanne d'Arc, par contre, elle quitte Domrémy vers 1440 pour vivre également à Orléans, puisqu'elle y recevra une rente. Alors on sait que cette maison va rester dans la famille d'Arc pendant encore quelques décennies, puisque Jean d'Arc ou d'Ulysse, qui prendra le nom donc d'Ulysse en référence à l'anoblissement de la famille d'Arc, va avoir des enfants. Et c'est le frère, en fait, de Jeanne d'Arc. Il aura un fils qui s'appelle Claude et qui va se marier avec Anne Tissolin. Et c'est dans cette condition que la maison entre dans la famille Tissolin. Et c'est pour cela qu'on retrouve le blason de cette famille. Alors c'est assez intéressant puisque on va retrouver encore des témoignages, puisqu'en 1551, on a la descendante donc de cette famille Tissolin et qui va dire qu'elle avait vécu en l'hôtel de la maison de laquelle est venue et issue la dite Jeanne la Pucelle, où elle a continuellement demeuré jusqu'à l'âge de 15 à 16 ans. Cette déclaration, d'ailleurs, elle laisse à supposer que la maison fut agrandie ou modifiée,
puisqu'on parle plus vraiment de maison, mais d'hôtel. Alors, on parle bien d'hôtel particulier, hein, évidemment, et pas d'un hôtel où on vient louer une chambre. Pour continuer sur la datation, on y apprend notamment au XVIe siècle que Michel Montaigne y est venu faire une visite en 1580. Alors c'est très intéressant aussi, puisqu'il dit que le devant de la maisonnette est tout peint de ses gestes, mais que l'âge en a fort corrompu la peinture. Donc ça veut dire que la maison était décorée, en tout cas à l'extérieur, notamment avec probablement des représentations de Jeanne d'Arc, mais qui ont disparu malheureusement depuis. Donc comme on peut le constater, eh bien, dès la fin du XVe siècle, et très probablement comme à Orléans dès la mi du XVe siècle, eh bien, il y a des personnes qui viennent voir cette maison. Et on le retrouve notamment au XVIe siècle. Ces visites sont d'autant plus intéressantes qu'elles permettent d'identifier que cette maison, déjà jusqu'au XVIe siècle, est identifiée comme la maison de Jeanne d'Arc et qu'il y a donc très peu de doutes. Maintenant, on va rentrer dans la maison. Et là, ce que nous voyons, c'est la pièce principale de vie de la famille de Jeanne d'Arc. On remarque les coffres qui sont du XVe siècle, probablement en partie modifiés à la fin du XVe. On constate aussi la grande cheminée, qui est caractéristique des cheminées campagnardes, avec notamment la possibilité d'y jeter de grandes bûches de bois qui permet de chauffer quasiment toute la maison, qui fait aujourd'hui environ une centaine de mètres carrés. La cheminée que nous voyons est à mon avis, du XVIIIe siècle, peut-être du XVIIe, en tout cas dans un style Louis XIII assez sommaire. On peut voir au niveau du sol des grandes dalles, mais en fait, il faut bien, savoir, c'est qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, il n'y en avait pas. Il y avait de la terre. En effet, on n'a pas retrouvé de tomates ou de dallage qui nous permettrait de penser qu'il y avait un confort déjà un petit peu plus, important. Les dalles, en tout cas, que nous voyons aujourd'hui, elles sont datées du 19e siècle, puisque la maison a été transformée en musée, mais on va y revenir. Ensuite, sur la droite, nous avons la chambre dite des frères de Jeanne d'Arc. Elle est qualifiée aujourd'hui de chambre des frères de Jeanne d'Arc, avec notamment un coffre que nous pouvons voir sur la gauche, et une cheminée, mais il n'est pas du tout certain que cette cheminée existait à l'époque de Jeanne d'Arc. Elle diffère notamment de celle de la pièce principale par sa petite taille, on peut le voir, et le fait que l'un des jambages, donc ce qui permet de soutenir entre guillemets la cheminée, est en réalité un corbeau où repose le linteau. Comme la pièce principale, elle est probablement datée du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais beaucoup plus simplifiée. Ces cheminées avaient été déplacées au XVIIIe siècle probablement et mises en place dans les maisons de Gérardin, construites peut-être à cette époque. On constate aussi la grande fenêtre à meneaux, simple, mais en réalité, probablement que la fenêtre de l'époque n'était pas celle que nous voyons aujourd'hui. C'est probablement une fenêtre de la fin du XVe siècle. On constate aussi une entrée dans la chambre des frères. On ne sait pas vraiment si elle existait déjà à l'époque. C'est difficile de se faire une idée. Rien n'est impossible. En tout cas, je le rappelle, cette maison n'était pas isolée. Nous avions d'autres maisons et très probablement d'autres pièces attenantes. Et maintenant, on entre dans la chambre de Jeanne d'Arc et de sa sœur Catherine. Alors, une première chose qu'on peut apercevoir, c'est la cheminée qui n'est pas présente. On peut voir aussi que la fenêtre est assez petite, mais elle est assez commune aux fenêtres de l'époque, donc aucune surprise. On peut constater également la présence de coffres qui sont juste sur la gauche, donc c'était probablement le lieu où on pouvait mettre des affaires. On peut constater aussi qu'ils sont un peu moins travaillés que celles de la pièce principale ou celle de la chambre des frères de Jeanne. Mais comme nous l'avons vu, la chambre principale et la chambre des frères a probablement évolué et a été modifiée en termes de confort. Ce qui n'est pas le cas a priori de cette pièce, puisque nous avons vraiment une fenêtre a priori d'origine, un placard de la plus simple expression, et nous avons une pièce qui est quand même très rudimentaire et qui correspond à une maison du Moyen Âge d'un laboureur. On peut donc tout à fait imaginer que cette pièce n'a que très peu évolué depuis le départ de Jeanne d'Arc. Maintenant, nous nous trouvons dans le cellier. Alors c'est peut-être la pièce la plus froide de la maison, c'est peut-être pour ça qu'elle a été qualifiée de cellier, même si en réalité on n'en sait pas vraiment grand-chose, puisque de toute façon cette maison devait probablement avoir un grenier, en tout cas un étage où on pouvait entreposer du foin, de la nourriture ou toute autre chose.
Et donc, c'est, sûrement, probablement un cellier, par défaut, mais, son usage n'est pas forcément identifié en tant que tel. En tout cas, l'étage devait être utilisé pour ça s'il existait à cette époque, ce qui était, tout à fait, possible, mais ce n'était pas un usage d'habitation, mais bien pour entreposer probablement du foin, comme je disais, par exemple. Il faut savoir, c'est qu'on avait accès soit à l'intérieur, de la maisonnette avec une petite échelle ou à partir de l'extérieur avec une échelle un peu plus grande qui montait de l'extérieur vers l'étage supérieur. Car aujourd'hui, en effet, dans cette maison, on peut y avoir accès à cet étage supérieur avec un escalier, mais tout a été fait au 19e siècle et la fenêtre que nous voyons à meneaux croisés, eh bien, probablement qu'elle n'existait pas à l'époque de Jeanne d'Arc. Peut-être qu'il y avait une simple entrée, difficile à dire aujourd'hui. En tout cas, cette fenêtre semble plutôt correspondre à la fin ou au milieu du 15e siècle. Pour le toit en arpentis, il faut savoir que c'est donc un toit à simple pan, c'est-à-dire avec une seule pente directement. Alors, très probablement, ce toit en arpentis n'existait pas à l'époque de Jeanne d'Arc, en tout cas, c'est très peu probable, puisque les maisons en Lorraine n'étaient pas faites de cette manière, elles étaient plutôt accolées à d'autres et formaient plutôt une rue. Et puis, malheureusement, ben, les maisons qui ont été détruites autour ont peut-être pu nous indiquer un peu plus d'éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des maisons autour et qui touchaient la maison de Jeanne d'Arc à cette époque. En effet, on a au moins un témoignage au procès de réhabilitation qui est en fait de Mingette, la femme de Joyard. Elle disait que nos deux maisons, celle de mon père et celle de Père d'Arc, se touchaient et elle disait qu'elle connaissait bien Jeannette. Et puis on a un autre témoin qui parle justement que sa maison était juste à côté de celle de Jeanne d'Arc. Donc très probablement, la configuration que nous voyons aujourd'hui n'existait pas. Ce n'est pas une maison isolée dans un village. On avait bien des maisons qui touchaient celle de Jeanne d'Arc, mais on n'a aucun plan, on n'a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de dire de quelle façon c'était présenté à cette époque. Et pour revenir à ce toit peu commun, mais qui existait quand même à cette époque, mais était quand même assez rare, eh bien, c'est très probablement les modifications qui ont été faites autour de la maison. C'est quelque chose qui apparaît très régulièrement dans les logis ou dans les maisons. Et lorsque une partie a été effondrée, une partie a été détruite, eh bien, on refait le toit d'une certaine façon. Et là, on aurait un toit en arpentis. C'est quelque chose qui arrive très couramment, hein, comme je le dis, parce que en fait, la configuration, pour des raisons économiques également, fait qu'on va mettre un seul pan, au niveau de la maison, mais il est très probable que cette maison ne correspond pas à l'état visuel à l'époque de Jeanne d'Arc. L'un des premiers éléments qui nous permet d'attribuer cette maison en étant celle de Jeanne d'Arc, eh bien, c'est d'abord son témoignage à elle, puisqu'elle dit elle-même dans le procès, eh bien, c'est que lorsqu'elle avait 13 ans, elle a entendu des voix dans le jardin de son père du côté droit de l'église. Mais il y a un élément qui est très important à savoir au sujet de cette église, eh bien, c'est que l'entrée, en fait, est inversée. C'est-à-dire qu'au temps de Jeanne d'Arc, l'entrée se trouvait de l'autre côté, et aujourd'hui, l'entrée de l'église était le cœur de l'église. Alors, très probablement, ça a été changé donc au 19e siècle pour des raisons pratiques, hein, puisque la rue principale qui permettait notamment de traverser la Meuse, eh bien, se trouvait au niveau du cœur et probablement pour des raisons pratiques, eh bien, ils ont inversé l'entrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la maison est du côté gauche, elle n'est pas du côté droit. Mais on a bien des plans de l'église avant sa modification et on est bien du côté droit de l'église, c'est-à-dire là où Jeanne d'Arc a entendu les voix la première fois lorsqu'elle avait 13 ans environ. Donc cette maison va appartenir par la suite, après la mort de Jeanne d'Arc et bien sûr de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, eh bien cette maison va appartenir aux descendants, aux frères de Jeanne d'Arc. En 1586, eh bien cette maison va être vendue. Alors on apprend quand même certaines choses. Déjà, la personne à qui elle est vendue, c'est à Louise de Stainville, qui est en fait la veuve de Jean VIII, comte de Salm. Mais en fait, on apprend que en fait, le propriétaire était Thomasin Fréminet, qui avait reçu en héritage de Thomasin Guérin, qui était lui-même prêtre et chapelain de Jean de Salm, mais qui lui-même était cousin de Claude Duris, curé de Greux et de Don Rémy, et neveu de Claude et de Nicole d'Ulysse.
Cet acte de vente fait une description de la maison. Alors on apprend qu'il y a 2 greniers, qu'il y a une chambre en bas et haute et qu'on a un volier, donc a priori des oiseaux et puis on a aussi, d'autres éléments. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que, eh bien, on l'appelle toujours la maison de la Pucelle, assise au village de Domrémy sur Meuse, proche église du Dilleux, le cimetière d'une part et Nicolas Noblesse, Mailleur et de Didière, veuve de feu Demange Meunier, d'autre part. Alors la famille Munier, ce n'est pas n'importe qui, puisque nous avons un certain Simon Munier, qui est donc probablement un descendant de Demange Munier, et qui dit: «J'avais été élevé avec Jeanne, j'habitais près de ses parents. Quand j'étais petit, je ne me portais pas bien et Jeanne venait me consoler.» Alors c'est très intéressant et donc on sait aussi, hein, à l'époque, que les gens ne déménageaient pas, tel qu'on pouvait, le faire aujourd'hui et on comprend donc que la maison de la Pucelle de l'époque était toujours à côté du voisin de Jeanne d'Arc, la famille Munier. Et ça, c'est un indice qui est quand même assez probant, assez fort, qui nous permet quand même de dire que la maison que nous voyons aujourd'hui, qui a toujours été attribuée depuis le XVIe siècle, au minimum, et probablement déjà avant, à la maison de la Pucelle. Et donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de raison de douter de ça. Par la suite, eh bien, les descendants de Madame Stainville vont garder la maison et puis vont, a priori, la mettre en rente, hein, à un certain Germain Toussaint. Mais après, on n'a pas beaucoup d'éléments puisque les comptes et les registres disparaissent. En tout cas, il n'y apparaît plus rien après 1632. Donc, on comprend qu'à cette époque, déjà, elle ne disparaît pas du tout de l'histoire populaire. Et notamment, ce qu'on apprend, eh bien, c'est que, par exemple, une pièce qui s'appelait Histoire tragique de la Pucelle de Don Rémy devait être jouée devant le roi de France, Henri III, lorsqu'il devait venir en Lorraine, mais ça n'a pas été fait à cause notamment de la peste et des maladies. Donc à partir de 1632, comme je le disais, eh bien, on n'a plus quasiment aucun document, on n'a plus beaucoup d'informations. Et donc, on va faire un bond, cette fois-ci, au début du 19e siècle. Donc nous arrivons au début du 19e siècle, c'est-à-dire vers 1815-1820. Ce qu'il faut savoir, c'est que après la défaite de Napoléon, nous avons des troupes prussiennes et des troupes étrangères qui vont venir visiter d'ailleurs cette maison de Jeanne d'Arc et qui d'ailleurs seront un peu étonnés de voir l'état de délabrement de cette maison. En 1818, on sait qu'elle appartient à un certain Gérardin, qui est en fait un soldat à la retraite, hein, qui avait été blessé et qui a eu en héritage cette maison et les maisons Gérardin, hein, qui sont autour en réalité de la maison de Jeanne d'Arc. Donc lorsque vous verrez ce type de gravure, hein, que je vous présente actuellement à l'écran, eh bien dites-vous bien que les maisons que nous voyons, ce sont les maisons de la famille Gérardin qui ont été construites au XVIIIe siècle et non la maison de Jeanne d'Arc qui est cachée derrière en fait ces maisons-là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la porte d'entrée de Jeanne d'Arc que nous connaissons aujourd'hui, avec les inscriptions que nous voyons avec les blasons, eh bien, avait été déplacée. C'est-à-dire qu'en réalité, les maisons Gérardin ont récupéré cette porte à un moment qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, elles ont été faites pour qu'on se souvienne bien que c'était bien là où était la maison de Jeanne d'Arc. Donc, on peut supposer que c'est la famille Gérardin qui l'a fait, mais on n'en sait rien. En définitive, ça a peut-être été fait avant, puisque comme je le disais, à partir de 1632 jusqu'au début du 19e siècle, eh bien, on n'a quasiment aucune information sur cette maison et sur ce qui a été fait autour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 1818, un comte prussien fait une offre d'achat, non pas de la maison, mais de la statue et de la porte d'entrée. Comme quoi, comme je le disais, eh bien, l'âme de Jeanne d'Arc, l'histoire de Jeanne d'Arc a perduré et même à l'étranger, c'était assez étonnant. Et donc, il lui fait une offre de 6 000 francs, ce qu'il refuse. Il va être récompensé d'ailleurs pour ça, parce que la somme est quand même énorme pour une simple statue et une simple porte. Et le conseil des Vosges va lui proposer cette fois-ci, malheureusement pour lui, 2 500 francs pour la maison et pour l'ensemble des maisons qu'il aura dessus. Alors, il va accepter cette offre et pour ça, d'ailleurs, il sera récompensé parce que il aura préféré la vendre à l'État français, en tout cas à la France, plutôt que de le vendre à une puissance ou à un étranger.
et pour ça, il sera récompensé, d'autant plus que l'offre est quand même beaucoup moins intéressante. Il demandera néanmoins à rester gardien de cette maison, en tout cas jusqu'à sa mort. Alors, on peut supposer que son refus de vendre cette maison à un comte prussien vient du fait également que c'est un ancien soldat de Napoléon, un ancien dragon. Et c'est là qu'apparaît un certain Jean-Baptiste Prosper Jollois. Alors lui, c'est un ancien de l'école polytechnique, hein, et puis surtout, il est sorti de l'école des ponts et chaussées. C'est un ingénieur qui est aussi égyptologue et archéologue, et il est nommé dans le département des Vosges en 1819. Et avant que la hype revienne sur Jeanne d'Arc, notamment après la guerre de 1870 et lors de sa béatification en 1920, eh bien, il va s'intéresser à la maison de Jeanne d'Arc et d'ailleurs à d'autres endroits d'archéologie dans la région, mais il va s'intéresser à la maison. Et il va faire toute une étude qui sera parachevée par un ouvrage que vous trouverez en lien dans la description et qui, en fait, va faire des recherches afin de comprendre un petit peu la maison exacte et un petit peu l'historique de cette maison pour être sûr que la maison de Jeanne d'Arc que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, elle était encore là. Parce que là, il y avait vraiment un gros doute. On était à peu près sûr qu'elle était encore présente, mais il fallait des recherches archéologiques pour prouver tout ça. Et il va constater notamment que l'entrée que nous connaissons aujourd'hui avait été déplacée. Et il s'en est rendu compte pour deux raisons. La première, c'est que les pierres qui étaient attachées donc à la maison de Gérardin n'étaient pas les mêmes que les pierres que nous voyons aujourd'hui à l'entrée de la maison de Jeanne d'Arc. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a comparé en fait la position des pierres et il s'est rendu compte qu'en fait, en reprenant les pierres de la porte d'entrée de la famille Gérardin et en les mettant à la place de celles que nous connaissons aujourd'hui, eh ben, ça rentrait parfaitement et une partie était restée sur cette maison de Jeanne d'Arc qui s'assemblait parfaitement avec le tympan de cette porte. Et c'est là où il a compris en réalité que ça avait été déplacé, mais à une date inconnue, comme il le dit, probablement pour montrer aux gens qui passaient devant les maisons Gérardin que c'était bien ici que tout avait commencé. Évidemment, il va faire des recherches un peu plus poussées sur la datation de la maison et il va constater que les maisons Gérardin sont probablement du 18e, sans certitude. Et malheureusement, je dirais, elles ont été détruites. Est-ce que ça a été une bonne chose? C'est difficile à dire, mais c'était surtout pour mettre en avant la maison de Jeanne d'Arc et la remettre un petit peu à la lumière, à la vue des habitants et de ceux qui voulaient la visiter. Mais en tout cas, les maisons qui vont être autour, donc à la famille Gérardin, mais aussi de d'autres familles, vont être détruites pour faire place justement à la maison que nous voyons aujourd'hui. Ils vont en faire un musée sur Jeanne d'Arc, sur la vie de Jeanne d'Arc. On est à peu près sûr, donc aujourd'hui, comme je le disais, après les recherches archéologiques en 1820, après avoir constaté que linteau de porte, le tympan de la porte, avait été modifié et déplacé, et constaté également que la maison Gérardin était quand même beaucoup plus récente que celle de Jeanne d'Arc, eh bien, on est à peu près sûr aujourd'hui que c'est bien cette maison-là. En tout cas, dans la tradition populaire et dans les recherches et dans les témoignages déjà du XVIe siècle, on sait que c'est bien cette maison-là. Il n'y a pas de raison d'ou douter que ce soit celle-ci, même si évidemment il peut rester toujours une marge d'incertitude, mais elle est quand même très faible, voire infime, voire nulle. Maintenant, on va parler de la statue de Jeanne d'Arc au-dessus de la porte. Elle est datée probablement du XVIIe siècle ou fin XVIe. On peut déterminer cette date grâce à la fraise. C'est le col en fait qui entoure le cou. Mais ce type de fraise disparaît au début du XVIIe siècle. L'armure semble aussi dater de cette époque. Il est difficile cependant de savoir de quelle représentation a été faite cette statue. Au niveau du visage, peut-être à partir de la statue du pont d'Orléans mis en place en 1458, mais détruit en 1567, puis reconstruit en partie à l'identique, puisqu'en fait la statue de Charles VII avait été partiellement préservée, tandis que celle de Jeanne d'Arc a fini jetée dans la Loire. En 1792, malheureusement, tout a été détruit par les révolutionnaires. Si on reconnaît qu'il y a des peintures et des dessins du monument de 1567, on ne sait pas s'il en existe du monument de 1458. Donc il est difficile de savoir si cette statue que nous voyons aujourd'hui est tirée du monument de 1458 ou est tirée du monument de 1567. Il semble plutôt
qu'elle soit mise d'abord, initialement, dans l'église de Don Rémy, avant de trouver sa place au-dessus de la maison des Gérardins, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, puis remis en place par Jalois au début du 19e siècle, au-dessus de la porte d'entrée de la maison de Jeanne d'Arc que nous voyons aujourd'hui. Les origines de cette statue sont incertaines. Initialement, on pourrait penser qu'elle avait été mise dans la chapelle du Bois-Chesnu. Cette chapelle a aujourd'hui disparu, remplacée en partie par l'église que nous voyons aujourd'hui, mais selon Jollois, elle aurait plutôt été mise dans l'église de Don Rémy. Par la suite, à une date inconnue, elle aurait été déplacée au-dessus de la porte des Gérardins, et puis ensuite, Jollois a décidé de la mettre au-dessus de la porte de la maison Jeanne d'Arc que nous voyons aujourd'hui. Depuis, pour la préserver, elle a été mise dans le musée, et celle que nous voyons au-dessus de l'entrée, c'est un fac-similé, c'est une copie de l'original. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à voir la description, puisque je mettrai des liens qui vous donneront peut-être plus d'informations. Je vous dis en tout cas à bientôt et merci.